À raison de quelques passages, mon livre avait été poursuivi par des élus du Front National et il avait été interdit en référé. C'était la première fois qu'un livre était interdit en référé depuis 1996. T'avais l'air de me dire, alors si je me trompe pas, hein, que des avocats ont assez peur de cette matière. C'est une matière qui fait un peu peur. Oui, Pourquoi c'est une matière qui fait peur puisque c'est une matière complètement hors du commun, qui répond à des règles procédurales, à un régime juridique dérogatoire. C'est pas parce qu'on fait une chose à un moment donné que ça rapporte des clients C'est instantanément. clair. C'est pas parce qu'on participe à une Ouais. conférence qu'il y a quelqu'un à la sortie qui va vous dire tiens j'ai un dossier pour vous. Ça Je vous ai un... écouté tout le long et Bah ça y oui, est, voilà, je vous ai c'est choisi. ça. Non, mais... Enchanté Octave, Bonjour Louis. je suis très content de t'avoir. T'as un parcours incroyable, c'est ce qu'on était en train de dire. Alors attends, parce que tout à l'heure je me suis mis trop fort les micros. T'as un parcours incroyable. Alors je pense que certains vont te connaître, d'autres te connaîtront pas forcément, parce que je sais parler pas mal de toi ces dernières semaines en sachant que j'allais t'interviewer et je t'ai envoyé pas mal ce que tu avais fait et ton histoire. Octave, c'est quelqu'un qui très jeune a eu des événements dans sa vie qui ont fait que il a été très vite mis sur la scène médiatique. Et aujourd'hui, tu travailles en droit de la presse, tu es spécialisé avocat en droit de la presse. Je vais pas spoiler, je vais te laisser te présenter et après j'ai plein de questions autour de ce que tu as vécu, ce que tu fais aujourd'hui et un petit peu la suite. Et j'ai des petites questions autour du thème justement de la presse. Je t'écoute. Effectivement, je m'appelle Octave Nitkowski. Attends, je t'embête, je te mets Je juste t'en le prie. micro bien ici. Tu vois, je fais quand même une petite... Vas-y, je t'écoute, excuse-moi. Je m'appelle Octave Nitkowski, j'ai 28 ans et je suis avocat au barreau de Paris. J'exerce effectivement en droit de la presse et des médias, c'est-à-dire que j'interviens sur tous les aspects relatifs à la liberté d'expression, principalement pour les journalistes, dans tout ce qu'on appelle les délits de presse, la diffamation, l'injure, mais aussi l'atteinte à la vie privée. Et puis je fais aussi un peu de pénal et de propriété intellectuelle. Et voilà, je suis avocat au barreau de Paris depuis 2021. Ok, Et, donc c'est jeune. c'est jeune, ça fait 2 ans et demi. Et j'exerce à titre individuel depuis 2 ans, depuis Ok. juillet 2022. Alors, pourquoi tu fais du droit de la presse? Et je pense que ça va revenir un petit peu sur ce qui t'est arrivé quand tu étais plus jeune. Je te laisse raconter. Oui, un je fais petit du peu. droit de la presse parce que j'étais confronté dans ma chair à des poursuites devant la 17e chambre, qui est la juridiction qui a à traiter à Paris les affaires de presse, puisque quand j'étais adolescent, j'avais un blog. En fait, je suis originaire de Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, qui est la ville où est élue Marine Le Pen et qui est une municipalité frontiste depuis 2014. Et donc, quand j'étais au lycée, j'avais un blog politique où je commentais l'actualité politique locale. Et puis, progressivement, j'ai révélé deux, trois scoops et qui ont eu un fort retentissement parce qu'en 2012, Jean-Luc Mélenchon s'est présenté aux législatives contre Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, dans ma circonscription, dans le Pas-de-Calais. Il y a eu une agitation médiatique assez importante là-bas, qui ont amené des journalistes à s'intéresser à mon travail. Et donc, comme j'ai révélé 2-3 scoops, progressivement, mon blog s'est transformé en un ouvrage, un essai politique que j'ai publié en décembre 2013, où j'évoquais l'homosexualité de Steve Briouat, non pas par plaisir de dévoilement ou par goût voyeuriste, mais précisément pour faire état des changements politiques au sein du Front National à l'époque sur la question homosexuelle, de voir en quoi un parti politique radicalement homophobe avait pu évoluer et avoir un discours plus LGBT friendly. Et donc, du fait de ces propos, qui étaient des propos isolés dans mon ouvrage, parce que c'était un ouvrage qui s'intéressait à l'implantation du Front parce qu'au National. final, ça devait être quelques lignes. Oui, c'est ça. Dans mon livre, il y avait 13 chapitres. C'est 2 lignes dans un chapitre. Okay. Donc, c'était pas la tonalité générale de l'ouvrage, qui était un ouvrage sérieux de sciences politiques sur l'implantation du FN à Hénin-Beaumont et de voir en quoi les stratégies d'implantation locale avaient des conséquences nationales. Et on le voit aujourd'hui dans l'actualité que
que tout ça avait du sens. Ouais, c'est clair. Voilà, C'est 10 clair. ans après, voilà, on peut lire mon livre et ça a toujours Ouais, c'est clair. la même actualité sous certains aspects. Mais pour le reste, voilà, à raison de quelques passages, mon livre avait été poursuivi par des élus du Front National et il avait été interdit en référé. C'était la première fois qu'un livre était interdit en référé depuis 1996 et le livre du docteur Goebler sur la maladie de François Mitterrand. Donc ça avait fait, voilà, ça avait remué à l'époque tant le monde médiatique à Hénin-Beaumont et dans le Nord-Pas-de-Calais, avant que ça devienne les Hauts-de-France, et que dans la scène juridique. Donc très tôt, j'avais 17 ans, je me suis retrouvé devant le juge des référés à Paris. Mon livre avait été interdit en référé, puis j'avais fait appel, il avait été autorisé à ressortir sous certaines conditions après l'arrêt de la cour d'appel. Puis ça allait une première fois dans la cour de cassation. L'affaire a ensuite été renvoyée au fond. J'ai gagné devant la 17e chambre au fond. J'ai perdu en appel. Et donc là, c'est moi qui ai formé un pourvoi en cassation que j'ai fini par gagner. Et l'arrêt d'appel a été cassé. Donc au final, tout s'est bien passé. J'ai gagné à la fin en définitive. Du coup, en combien de temps? Jusqu'en 2019, Ouais, de 2013 à 2019. Donc très tôt, voilà, dès mes 17 ans, j'ai été confronté à la justice, ce qui m'a amené à vouloir embrasser la profession d'avocat, d'être plongé dans cet univers aussitôt, et puis non seulement de devenir avocat, mais aussi surtout en droit de la presse et des médias, sur ces enjeux de liberté d'expression et de savoir où on place le curseur entre ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et à 17 ans, pour revenir un peu là-dessus, tu avais un blog, tu étais hyper intéressé par la politique, ça vient d'où? C'est parce que c'est une passion c'est pas tous les jeunes de 17 ans, de l'enfance qui est née aussi, je crois, de la presse écrite. Okay. Et du fait que j'aimais bien ce contact avec la presse papier. Avant même d'être adolescent, quand j'étais enfant, j'étais abonné à plein de journaux papier. Je lis Le Canard enchaîné depuis tous les mercredis, je l'achète en kiosque depuis que j'ai 10-11 ans. Donc c'est cet attrait pour la presse écrite, la presse papier, qui m'a amené à m'intéresser à la politique. Et désormais, la presse est bouclée, la boucle est bouclée, puisque je suis l'avocat de la presse. Bon, pas forcément la presse écrite, j'aimerais bien plutôt de la presse en ligne pour des médias d'information en ligne, mais l'idée reste la même, et je participe du coup à mon niveau de la défense de la liberté d'expression en intervenant pour des journalistes, oui. Et j'ai l'impression que on en avait parlé parce qu'on avait discuté un petit peu avant, que tu avais l'air de me dire, alors si je ne me trompe pas, que des avocats ont assez peur de cette matière. C'est une matière qui fait un peu peur? Oui, c'est une matière qui fait peur, puisque c'est une matière complètement hors du commun, qui répond à des règles procédurales, à un régime juridique dérogatoire. C'est du droit pénal principalement. Ça peut aussi être du droit civil sous certains aspects, mais c'est principalement du droit pénal, mais qui répond à une procédure pénale qui est encadrée par la loi sur la presse, la loi du 29 juillet 1981, qui est une loi spécifique en dehors du droit commun, avec plein de choses trappes procédurales qu'il faut respecter pour engager un procès de presse. Et ça a été conçu au 19e siècle, sous la Troisième République, précisément pour protéger la liberté d'expression, le législateur à l'époque est venu insérer dans la loi plein de petites règles qui sont peut-être désuètes aujourd'hui, mais plein de petites règles qui sont destinées à limiter au maximum les poursuites. Et du coup, comme on limite les poursuites, on vient, in fine, protéger la presse et la liberté d'expression. Donc, c'est une matière qui fait peur, puisqu'effectivement, il y a plein de règles qu'il faut respecter et qui font peur aux profanes qui ont peur de s'y confronter. Donc moi j'ai fait le choix très rapidement de me positionner là-dessus, tant par mes études, puisque après mes études à Sciences Po, où j'étais diplômé de l'école de droit à Sciences Po, j'ai intégré le master 2 en droit des médias à Assas, qui est une master qui est dirigée par Camille Bourayel, qui est l'un des seuls masters où il y a des cours de droit de la presse en France. Et donc très rapidement je me suis confronté à ça, tant par mes études que par les stages que j'ai réalisés, puisque je les ai réalisés tous dans des cabinets qui exerçaient en droit de la presse et des médias, ce qui suffisait pas d'être confronté en tant que justiciable à la plein de choses, j'imagine, quand même. Qui m'a appris plein de choses
comment on gère une audience. C'est clair. Mais pour la matière, c'était mes avocats qui géraient à l'époque. C'était pas moi, j'étais juste parti en défense. Donc, j'avais pas mon mot à dire outre mesure. Mais pour le reste, voilà, c'est par mes stages aussi que j'ai appris à faire des procès de presse et à gérer cette matière qui fait peur, mais qui se laisse apprivoiser si on s'en donne les moyens et qu'on s'y intéresse avec un peu d'investissement, quoi. Et donc voilà. Et du coup, pour revenir un peu sur un aspect plus marketing, parce que c'est un peu le sujet du podcast, c'est toi, du coup, aujourd'hui, tu travailles avec quel type de personnes? Tu travailles beaucoup avec des avocats qui savent que tu es justement positionné là-dessus, ou finalement, tu t'es déjà fait un nom quand même pas mal tu m'as parlé de médias en ligne. Comment tu arrives à gérer ta flux de clientèle? Est-ce que tu es débordé, ou au final, ça va, tu arrives quand même à choisir un peu tes dossiers? Il y a certains dossiers que tu as envie de... En me lançant à mon compte au début, il y a 2 ans, j'avais peur de me retrouver à faire du tout venant et à prendre un peu tous les dossiers pour réaliser mon insertion pour me lancer à mon compte. Mais finalement, je suis content parce que j'ai réussi ce positionnement en droit de la presse et des médias, il fonctionne plutôt bien et je suis identifié comme tel. Donc, je suis content. Effectivement, au début, comme tu le soulignes, j'ai beaucoup sous-traité pour des confrères qui faisaient croire à leurs clients qui géraient le dossier, mais en fait, c'était moi derrière qui faisais les écritures et les démarches procédurales. Et puis, ça, c'était au début quand je me suis lancé, et de plus en plus, j'ai des vrais clients en presse, tant en demande, où j'interviens beaucoup pour des élus et des gens du monde éducatif, des profs qui sont de plus en plus diffamés, injuriés. On le voit dans des affaires emblématiques d'actualité où depuis Samuel Paty, voilà, il y a des tensions dans le monde éducatif. Donc j'interviens beaucoup pour des élus et des professionnels du monde éducatif en demande lorsqu'ils sont diffamés et lorsque leur honneur et leur réputation sont mis en cause. Mais aussi beaucoup, et c'est la particularité de mon cabinet, c'est que je suis à la fois en demande et en défense, là où les cabinets en droit de la presse interviennent soit en demande, soit en défense. Moi, j'ai ce positionnement double. Et en défense, j'interviens principalement pour des médias indépendants, des médias qui sont en ligne et qui sont souvent des médias en province, en fait. Donc j'ai plaisir à voyager, à faire du tourisme judiciaire, comme on dit, à découvrir plein de tribunaux partout en France où je défends la presse. Et grâce à cette loi sur la presse, la loi du 29 juillet 1981, où il y a plein de choses trappes procéduraux et de pièges, je soulève beaucoup de nullité pour faire tomber les procédures quand je suis en défense pour ces petits médias partout en France. Ok, génial. Et c'est pas trop compliqué justement d'avoir cette double casquette? J'imagine qu'ils font le choix là aussi par rapport à une histoire de légitimité par rapport à une clientèle qu'ils ont développée, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou finalement ils le comprennent assez bien. Oui, il y a pas de, enfin les clients le perçoivent pas forcément en plus. Donc moi ça me gênerait pas perso, mais j'imagine qu'il y en a qui peuvent. Non, j'ai pas de difficulté. Et je trouve que d'intervenir à la fois en défense et en demande, ça me permet de comprendre d'anticiper les arguments qui seront opposés en face et voilà, moi je trouve que c'est plutôt un atout que défavorable pour un positionnement de niche en droit de la presse. En fait, c'est parce que je pense, assez niché en plus, qu'il vaut mieux avoir... Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a eu pas mal de débats sur ce podcast, notamment avec Guillaume Delors, qui fait que du droit social pour les personnes en burn-out. Du coup, vraiment côté employé, mais auparavant, il a bossé côté employeur. Oui. Donc, effectivement, ça lui permet d'avoir, comme tu dis, d'avoir cette connaissance de quand tu es en défense. Et en même temps, il a décidé, pour une question de légitimité par rapport à sa clientèle, de se placer que pour les employés. Pour autant, et pareil, on avait fait ça avec Blue Samurai, qui est un autre cabinet qui, lui, est concentré sur les employés. Et en même temps, il a une deuxième structure qui est concentrée, tu vois, il a vraiment divisé les deux. Mais je pense que là, quand c'est niché comme toi, et c'est pas les mêmes enjeux, j'imagine aussi en plus. Non, et puis surtout, en fait, quand je suis en demande pour des particuliers qui sont mis en cause dans leur honneur et leur réputation, c'est pas forcément la presse que j'attaque. Ça peut être, parce qu'on parle de loi sur la presse, mais c'est une loi qui s'applique dans tout l'univers de l'expression publique, que ce soit dans la presse écrite, c'est l'origine de cette loi, mais aussi sur Internet, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'arrive de poursuivre des personnes qui s'expriment elles aussi à titre personnel. Donc, quand je suis en demande, c'est pas forcément la presse
que j'attaque. Donc ce Oui. positionnement est tout à fait clair, C'est clair. pour Ouais, moi, ça me ma paraît- clientèle. Il n'y a pas d'incohérence. Ouais, C'est pas comme en droit social où effectivement on est souvent Ouais, soit je pense- employeur, soit côté salarié, et c'est difficile d'être dans les deux. Là, en droit de la presse, ça m'a Mm, jamais mm, mm. posé de problème. Je pense que ça va répondre à la question pour certains qui se posent ces questions-là par rapport à leur domaine d'activité. C'est juste se poser une question. Est-ce que c'est cohérent? Là, en l'occurrence, oui. Oui, Donc, c'est une matière où c'est cohérent et pour moi, ça a du sens. Ouais, c'est clair. Après, voilà, c'est une matière où, historiquement, mes confrères qui exercent en droit de la presse sont des confrères qui n'interviennent qu'en défense pour Ouais. des titres de presse. Donc, eux, ils sont rapidement en conflit d'intérêts et de fait du positionnement. Et puis, en plus, comme la presse est très. Voilà, il y a peu de groupes de presse, en fait. C'est très concentré Ouais. économiquement comme milieu, donc il y a peu d'avocats en droit de la presse qui interviennent en défense, et donc eux interviennent rarement en demande, puisque tous les titres de presse en demande sont déjà dans leur portefeuille de clients. Ouais. Et est-ce que le marché finalement du droit de la presse, il a explosé avec les réseaux sociaux? Ou au final, c'est plus ou moins la même chose qu'avant? Ben, c'est les mêmes, sur le fond, c'est les mêmes débats de savoir Oui. ce qu'il est, Mais où je se veux dire, positionne l'abus. tout le monde peut le faire maintenant. Enfin, tout le monde Oui, peut parce qu'en créer fait, un scandale. c'est ça qui est quoi. intéressant, et c'est là où être un jeune avocat dans la presse peut avoir du sens, puisque auparavant, Ouais. le droit de la presse, c'était une matière réservée à une certaine élite, Ok. celle qui avait accès aux médias et qui Ouais, pouvait bien sûr. s'exprimer dans la presse ou à la télévision. C'était pas donné à tout le monde de s'exprimer. Avec les réseaux sociaux, ça a ouvert les possibilités d'expression à tout le monde. Tout le monde, en 30 secondes, peut se créer un compte Twitter et commencer à s'exprimer publiquement. Et donc, en ça, effectivement, ça a démocratisé, décloisonné les enjeux de droit de la presse qui sont accessibles à... Enfin voilà, c'est une matière qui n'est plus réservée à une certaine élite. Ouais, c'est C'est clair. plus seulement les personnalités, les people qui se retrouvent à la 17e. C'est tout le monde, et même n'importe qui, hein, toi comme moi, on peut être mis en cause sur Internet de façon très Et facile. là, demain, je fais un post LinkedIn où je défonce quelqu'un. Exactement, ou même dans les avis Google. Je sais que tu interviens Ouais. beaucoup sur cette question des bien fiches sûr. Google Business avec les étoiles, les avis Google. Bah ça, typiquement, la petite entreprise du coin, le petit restaurateur en bas de la rue, ben lui, il peut être mis en cause, diffamé, injurié, dénigré sur Google. Et donc, voilà, le droit de la presse n'est plus une matière noble. Ça l'est sur le point de vue du droit, mais Ouais, c'est ouvert bien sûr. à tout le monde peut avoir besoin de... Besoin Et de- c'est ce que me disent mes clients d'ailleurs. Hein. Mes clients, à chaque fois que ce soit en demande ou en défense, ils me disent tous que ne s'attendaient pas à se retrouver confrontés à la justice dans des procédures qui sont lourdes, qui sont longues, qui sont complexes d'un point de vue procédural. Mes clients ne s'attendaient pas à se retrouver pris là-dedans. Et donc, c'est bien d'avoir un avocat justement qui s'y retrouve, qui permet Ouais, c'est clair. d'offrir de la visibilité. Surtout que c'est long du coup. Est-ce qu'il y a beaucoup de tes clients qui se découragent ou justement tu les pousses à aller au Ah bout non, de- mais moi je les pousse à aller au bout, mais effectivement, oui, il y a des temps, il y a différentes façons, différentes voies procédurales par lesquelles on peut agir, mais oui, enfin, le temps de la justice en presse, il n'est pas plus long que dans d'autres secteurs, Ok. au prud'homme Ouais. ou au tribunal judiciaire, où il n'y a pas de, ça dépend des tribunaux, donc le droit de la presse, comme d'autres matières, ont à pâtir de la lenteur de la justice. On n'est pas... Ok. Et typiquement, je suis un avocat. À quel moment je t'appelle? J'appelle Octave pour me dire, vas-y, là, ça va être compliqué. Le type un peu de prestations que tu fais. Alors pour les confrères ou Ouais, pour les confrères, j'interviens beaucoup pour des questions purement procédurales, Ok, en plus lien de la avec procédure. la procédure pénale de presse, de la loi sur la Ok. presse, quand il y a des conclusions de nullité, des nullités à soulever. C'est vraiment sur les nullités de presse, ça c'est pour les confrères. C'est très facile de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de diffamation ou d'injure, mais une fois qu'elle est déposée, il faut suivre la procédure, veiller à interrompre la prescription de 3 mois en droit de la presse, j'en ai pas parlé, mais c'est la grande exception qui est dérogatoire au droit commun, c'est que la prescription en droit de la presse est de 3 mois. Ouais. Donc il faut veiller dans la procédure à interrompre tous les 3 mois la prescription, et ça soulève d'autres difficultés, et donc il faut avoir un œil sur toutes Il faut être ces super bien règles, organisé et finalement. il faut être bien organisé. Et comment toi tu t'organises? T'as des méthodes un peu.
Non, bah c'est juste de la pratique et avoir, voilà, dans ma tête, tout est réglé par 90 jours, tous les 3 mois, je sais, j'imagine. chaque dossier, je sais où ça en C'est est. la troisième si ligne. l'échéance, on développe un muscle cérébral supplémentaire quand on exerce dans cette matière, mais il y a pas de, enfin, je m'organise pas. J'ai l'agenda papier où j'ai mes délais, j'ai des alertes d'agenda sur l'ordinateur qui m'alertent en temps utile. Voilà, mais il n'y a pas de. Il faudrait peut-être effectivement penser à un outil à destination des avocats. Là, c'est niché. Hein. Ouais. Tu le fais pour 3 personnes, mais oui, en soi, je me demandais ça parce qu'à mon avis, là, tu me le dis comme ça, mais du coup, je m'imagine, je sais pas, une tonne de paperasse et donc une gestion qui doit être compliquée. Moi, j'ai une phobie administrative. Donc, typiquement, tu me demandes à moi, je suis prêt à payer vite et cher pour pas avoir tous ces problématiques. Après, quand on est avocat, on est déjà en baigne là-dedans. C'est sûr. C'est sûr. Comment tu développes un peu ta clientèle aujourd'hui ? D'où viennent les clients ? Est-ce que tu mets en place des choses ou ça se fait hyper naturellement ? Alors, ça se fait hyper naturellement et j'ai pas, en fait, il n'y a pas 2 clients qui sont venus à moi par les mêmes billets. C'est un peu, il y a toutes sortes les sollicitations viennent de différentes façons, que ce soit LinkedIn, Instagram. C'est souvent de la reco du coup. Pardon ? C'est souvent de la recommandation. Alors, il y a souvent. Parce que toi, tu n'as pas de site internet. Non, j'ai pas de site internet. Pas de Google My Business. Non. T'as rien. Finalement, si je mets ton nom sur Instagram, on en parlait, sur Google, on tombe sur ta page Wikipédia. Qu'est-ce que. Du coup, comment. C'est le positionnement et ton histoire qui fait. Je pense que c'est le storytelling à partir de mon histoire et ce qui m'a conduit à exercer la profession d'avocat qui Enfin voilà, effectivement, j'ai pas de site internet, mais quand on tape mon nom sur Google, on me retrouve. Donc ça peut, de ce point de vue-là, rassurer mes clients. Mais j'imagine que si un jour j'ai un site internet, ça pourrait également me ramener des clients. Enfin, il n'y a pas de. À mon avis, c'est un peu là ce que je voulais aussi mettre en avant sur cet épisode avec toi. C'est on parle de personal branding aujourd'hui, etc. Mais là, typiquement, je trouve que c'est un excellent exemple de personal branding bien fait. Tu sais, tout le monde s'invente un peu des choses. J'ai couru ça, mon marathon, je le poste sur LinkedIn, on s'en contrefiche. Là, en l'occurrence, toi, tu as une manière c'est logique, ça va de soi, tu le racontes super bien. Je vous invite à aller voir, pour ceux qui ne sont pas allés voir, du coup, les vidéos du CNB en collaboration avec Brut, où tu parles, tu présentes la chose. Et en fait, est-ce que tu as travaillé un peu c'est hyper naturel pour toi ou... Non, parce que en fait, j'ai pas dans ma vie que ce soit, j'ai jamais eu de plan de carrière en fait. Je fais les choses naturellement. T'es un génie, la stratégie en même temps. Non, mais c'est juste que, en fait, je pense que la vie vaut d'être vécue et on fait les choses par plaisir. Et moi, je fais ce métier-là on sent que t'es passionné. Ça m'intéresse et que j'ai envie de m'investir dans ces enjeux de liberté d'expression. Mais j'ai pas de effectivement. Je suis content quand on m'appelle pour un dossier, mais je ne cherche pas à tout prix à démarcher des clients. Je laisse venir les choses en respect aussi avec la déontologie de l'avocat qui compte énormément pour moi. Ouais, donc, je fais les choses naturellement. Et est-ce qu'il n'y a pas dans ce milieu-là en plus une forme de... parce que des fois on parle, oui, mais on aime bien la discrétion chez les avocats, etc. Moi, je trouve qu'en droit des affaires, quand on communique les deals, etc., c'est une bonne chose, il faut le faire, c'est de la bonne com. Là, peut-être que ça a plus de sens côté presse. Je ne sais pas si c'est le cas. Un peu à l'image des grands cabinets pénalistes, un peu historiques, qui sont très portés justement sur les choses, pas du secret, mais en fait, on est dans le silence, quoi. On protège nos clients. Est-ce que c'est un peu la même chose en droit de la presse ? C'est typiquement pour ça qu'au départ, quand je me suis lancé, typiquement dès qu'on se lance, les confrères disent il faut te faire un site internet. C'est la première chose qu'on nous dit quand on se lance, quand on parle à des confrères de notre génération. C'est un peu la phrase qui ressort tout le temps. Et moi, justement, je me disais, il y a plein de beaux cabinets qui n'ont pas de site internet. Ça permet l'absence de site internet permet de se démarquer. Ouais. On voit qu'on n'a pas besoin de ça pour fonctionner, parce qu'on fonctionne sur d'autres ressorts, à savoir l'expertise sur un domaine de niche et le personal branding, un storytelling intéressant et la défense de valeurs qui portent et qui ont du sens. Donc c'est typiquement pour ça que je voulais pas au départ avoir de site internet. Bon, c'est une réflexion qui commence qui mûrit dans ma tête pour d'autres aspects, mais voilà, je suis pas, je me sens pas défavorisé parce que j'ai pas de site internet. Mais je pense que tu vois, c'est là où, parce que j'en parle des fois, moi je fais des sites internet, donc je prêche pas pour ma paroisse en disant ça, mais je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où c'est pas toujours
le must-have pour c'est pas la panacée de la clientèle. On peut développer la clientèle sous d'autres aspects. Et puis après, voilà, je suis quand même assez actif sur LinkedIn. Donc, même si j'ai pas de site internet, je publie quand même sur LinkedIn où j'ai relayé la vidéo brute, où je participe également beaucoup à des colloques, à des conférences. Donc, je les relaye sur LinkedIn. De la même façon, j'écris des articles aussi sur l'actualité en droit des médias. Je les relaye. Tu publies ça où ? En fait, je suis membre d'une association qui s'appelle l'Association des avocats praticiens en droit de la presse. Okay. Et je suis élu au conseil scientifique et le rôle du conseil scientifique est de publier des articles sur l'actualité. Donc, je les publie sur le site internet de l'association. Et ça t'apporte des clients ou pas du tout ? Je sais pas, mais je fais ça pour... En fait, je fais les choses avant tout par plaisir pour moi. Parce que ça c'est magnifique. Parce que ça me fait plaisir. Et après, si ça peut me rapporter des clients... Mais t'as pas connaissance de ça. Enfin, non, t'as pas quelqu'un qui t'a dit oui, j'ai vu que vous aviez écrit ça. Non, et puis de toute façon, c'est pas parce qu'on fait une chose à un moment donné que ça rapporte des clients instantanément. C'est pas parce qu'on participe à une conférence qu'il y a quelqu'un à la sortie qui va vous dire tiens, j'ai un dossier pour vous. Ça, c'est vous avez écouté tout le long et ça oui, voilà, je vous ai choisi. Ça. Non, mais ça, j'aimerais bien. Hein, ça serait. C'est de la notoriété, c'est du plaisir. C'est du plaisir et voilà, ça permet d'avoir une visibilité. Voilà, d'être présent et de savoir qu'on est là, qu'on existe et qu'on pensera à nous le cas échéant si l'occasion se présente. Mais voilà, je fais avant tout ça par plaisir pour réfléchir aux enjeux qui ont trait à ma matière, qui ont trait au droit, qui ont trait aux choses qui me font plaisir et qui me font vibrer dans la vie, mais pas forcément pour à tout prix récupérer des clients. Et dans ma façon d'exercer, c'est la même façon. Enfin, si j'ai décidé de me lancer à titre indépendant, c'est parce que je fais ce métier-là parce que j'ai envie d'exister par moi-même, d'être libre, d'être indépendant. Et voilà, on ne sait pas ce dont quoi demain sera fait, mais on vit le moment présent et mais ça marche bien. On kiffe ce qu'on fait et voilà, tant mieux si ça marche. Et si ça ne marcherait pas, je serais tout aussi heureux en fait. Non, mais c'est bien. Et puis ça prouve que des fois, enfin, je parle toujours de marketing, moi, mais en gros, c'est quand on fait les choses avec passion et que les gens le sentent, en fait, ça va de soi. Enfin, moi, c'est con, mais je passe des heures à faire mes petites vidéos, mes machins. Je parle de ça tout le temps. Et des fois, effectivement, c'est des gens qui viennent me voir parce qu'ils m'ont vu sur un petit truc à la con. Ils ont trouvé que c'était intéressant. Ils ont senti l'envie de partager des choses. Moi, je ne suis pas passionné de site internet, mais je suis passionné par le marketing, le développement. Je trouve ça super intéressant de voir comment les gens fonctionnent. Et là, typiquement, on voit que l'authenticité et la passion sur une matière, elle crée déjà un positionnement qui va de soi avec une personne qui est en adéquation avec ça et donc c'est ça qui est cool. Oui, les clients, je pense qu'ils sont à la recherche d'authenticité parce que c'est aussi pour ça que ça a du sens dans ma matière, en tout cas, d'exercer à titre individuel parce qu'il y a un fort intuitu personnel entre le client et son avocat et les clients ressentent bien que s'ils font appel à moi, ils savent que c'est moi qui vais gérer tout de A à Z puisque j'ai pas de collaborateur, j'ai même pas de secrétaire. Donc les clients savent très bien que je vais avoir une relation non pas intime mais très forte avec j'ai des relations très fortes avec mes clients et ils le savent, à la différence de gros cabinets où leur dossier sera noyé dans le tas des dossiers, on ne sait pas trop quel collaborateur va traiter le truc et c'est en ça que je ne me voyais pas aussi travailler en cabinet d'avocat en tant que collaborateur plus longtemps parce que j'ai pas envie voilà, je trouve que c'est des métiers où la stratégie et le positionnement à l'audience peuvent être déterminants parce que le droit de la presse, c'est une matière qui continue à se plaider où il y a des moments d'audience forts. Donc, le choix de son avocat est déterminant tant dans le choix de la procédure, de la stratégie du procès à avoir que sous plein d'aspects. Donc, voilà, les clients, comme tu le soulignes, sont à la recherche d'authenticité et proposer un service avec... une personne qui gérera le dossier en adéquation main dans la main avec son client, ça a du sens pour certains. Et voilà, j'incarne le dossier et les intérêts de mon client. Et ça compte pour eux, je pense. Ouais, c'est clair. Et il y a aujourd'hui beaucoup de monde qui essaye de se positionner sur le droit de la presse où justement, ça manque d'avocats sur le sujet. Je me demandais parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, des jeunes avocats ou des jeunes... Non, moi j'en connais, il y a plein de jeunes confrères qui exercent en droit de la presse. On manque pas d'avocats, simplement c'est une matière qui est tellement de niche que c'est difficile d'en faire son seul positionnement. Et souvent, en fait, le droit de la presse, il y a deux façons de l'exercer. Soit c'est les pénalistes qui se retrouvent à avoir des dossiers en presse, notamment pour des enjeux réputationnels, ou de l'autre côté, des avocats en propriété intellectuelle
qui ont des dossiers en presse. Et moi, je pars du droit de la presse pour exercer à la fois en pénal et en propriété intellectuelle. Alors que souvent, c'est des avocats qui se retrouvent à faire de droit de la presse par des circonstances en lien avec leurs clients. Oui, parce que là, du coup, c'est un client qui a une problématique, puis il y en a une deuxième. C'est ça, voilà. Souviens, ça vient de ça. Ok. Voilà. Et du coup, une certaine forme de... tu parlais des avis Google, mais j'imagine que c'est pas forcément ça que tu fais le plus. Mais qu'est-ce que tu fais finalement en IP? Tu sais, de propriété intellectuelle générale ou c'est... c'est beaucoup de conseils en droit d'auteur. Ok. Voilà, pour des... Oui, c'est du conseil surtout en droit d'auteur. Ok. Droit de l'édition, parce que je suis par ailleurs aussi inscrit en tant que mandataire d'artiste d'auteur. Ok. Donc pour relire les manuscrits avant publication, si jamais il y a des problèmes dans le futur ouvrage à apparaître, ce genre de choses. Et tu es dans d'autres associations comme ça? T'as ton association que tu nous avais dit là, juste avant, autour du droit de la presse, et Oui. tu es dans d'autres groupes Je rejoins le conseil d'administration du Club des Hauts-de-France, Ok. dans le nord d'où je suis originaire. On Ok, a parlé génial. au début de l'interview pour garder ce lien avec le nord de la France, où j'ai aussi pas mal de clients. Voilà, donc c'est le Club de la presse des Hauts-de-France qui intervient sur les... Ok, très clair. Trop bien. Et qu'est-ce que toi, dans quoi tu te vois? Est-ce que tu veux continuer justement à garder ce côté indépendant ou alors tu veux quand même essayer de monter un cabinet, essayer de trouver des associés pour fonder quelque chose d'un peu plus important, ou tu veux garder cette liberté que tu as aujourd'hui? Pour l'instant, c'est bien parce que ça correspond à mon équilibre de vie du moment, donc ça me convient parfaitement pour le moment. Après, on ne sait pas ce dont demain sera fait, encore une fois, et je me ferme aucune porte. Voilà, j'ai pas encore 3 ans de barreau, Ouais, j'ai encore... C'est vrai que je te pose dans 10 ans. Alors voilà, on peut se redonner rendez-vous dans 10 ans pour faire le point. On fait le bilan. On fait le bilan de 10 ans après, on revisionne les images d'aujourd'hui. Non, mais je me ferme aucune porte et on verra aussi même comment le droit de la presse peut évoluer, parce qu'effectivement, c'est une loi ancienne, plus que centenaire qui tu penses que ça va être réformé ce côté-là? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a des initiatives du législateur ci et là pour venir détricoter la cohérence de cette loi et l'architecture de cette loi. Donc voilà, c'est une loi qui peut-être aussi du jour au lendemain. On ne sait pas maintenant de quoi l'avenir politique, puisque c'est le politique qui décide de tout ça derrière. Donc c'est juste une loi, donc une loi, ça s'abroge. T'as une idée de toi vers où ça va ou Non, je sais pas, je lis pas dans une mare de café, je suis pas ma parole n'est pas prophétique, donc je sais pas, mais la tendance vise à faire entrer de plus en plus d'infractions qui relevaient jusque-là du droit sur la presse dans le droit commun et à venir retirer toutes les spécificités du droit sur la presse à faire sortir ces infractions et à la faire entrer dans le droit commun, donc à enlever toute la spécificité procédurale sur lesquelles j'ai plaisir à travailler. Donc voilà, et donc c'est en ça que l'association dans laquelle je suis membre intervient sur ces enjeux-là. Et là, par exemple, est-ce que tu sens qu'il y a quand même c'est en dents de scie et par exemple là, ça va être les vacances, ça va être plus calme, mais surtout il va sortir des législatives, tu vas avoir une tonne de... Est-ce que les gens du coup, allez, on va maintenant, une fois que c'est fini, on va aller porter plainte contre tous ceux qui ont dit des trucs. Est-ce qu'il y a des moments où ça explose et finalement il y a des moments où c'est c'est vrai que les élections politiques sont pour défendre des élus. Je le vois bien que les élections c'est propice à la polémique politique et du coup ça crée du contentieux, mais c'est un peu tout le temps. C'est un peu tout le temps et comme le droit de la presse est relativement en long, les affaires sont jugées 3 ans et demi, 4 ans après. Donc en fait, le soufflet a le temps de retomber et du coup, c'est beaucoup moins hystérisé. Et tant mieux, du coup, la justice peut s'y intéresser de façon plus apaisée et c'est tant mieux. Mais... Et comment parce que du coup, c'est sur 3 ans, comment tu gères tes honoraires sur ce type de dossier? Tu es obligé de faire du temps passé pour le coup parce que... Oui, je suis obligé de faire du temps passé parce qu'il y a beaucoup il se passe toujours des choses en fait et parfois j'anticipe ce que pourrait faire la partie adverse, mais la partie adverse prend des chemins parfois originaux, exotiques et donc ce que j'avais prévu, en fait ça se passe pas rien ne se passe jamais comme prévu dans ce métier. Donc effectivement le temps passé c'est ce que je pratique le plus pour parce que je suis obligé parce que le temps est long et il y a des surprises procédurales qui peuvent surgir à tout moment, donc et puis ce serait bizarre de mettre un abonnement jusqu'à ce que ça se finisse. Ça n'aurait pas forcément de sens. Ok, super intéressant. Mais ça fait du bien de voir quelqu'un de passionné sur justement cet aspect, sur une matière particulière.
Et Ce qui m'empêche pas de faire d'autres matières aussi, hein, parce que j'interviens, oui, comme bien je te sûr, l'ai dit, mais... en droit de la pénal, en propriété intellectuelle. Mais est-ce que tu as quand même la vocation à essayer de te... Si tu peux avoir que du dossier sur droit de la presse, tu Ah peux... bah oui, bien sûr, j'aimerais bien. Ouais. Oui, L'idée serait quand même d'avoir enfin, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Et... Donc à terme, l'idée c'est de travailler avec ça. Mais... Et là, du coup, j'imagine qu'il va se passer pas mal de choses, donc tu vas avoir du taf. Mais bon, si c'est toujours enduré comme ça, normalement, ça devrait pas beaucoup changer. Et avec tout ce qui est intelligence artificielle, réseaux sociaux, ça te... Est-ce que tu as des retours un peu sur cet aspect-là? Est-ce que c'est super compliqué C'est en ça que le droit de la presse est intéressant, parce que c'est à la fois une matière qui peut paraître figée, parce que c'est encore une fois cette vieille loi qui régit tout de A à Z, et à la fois, cette loi, elle est tellement libérale dans son architecture qu'il y a des zones grises, des angles morts, dont lesquels les avocats peuvent se saisir pour faire avancer la jurisprudence. Et l'affaire que j'ai vécue à titre personnel, elle est intéressante puisqu'elle a permis de faire avancer la jurisprudence, puisqu'auparavant, c'était pas trop possible de parler de l'homosexualité d'un homme politique. Maintenant, dès lors que ça a un sens d'intérêt général, c'est possible. Donc en fait, il y a des... La loi évolue. La jurisprudence, on peut encore... un peu comme les modèles anglais. J'ai plein d'idées dans ma tête de pourvoi en cassation possible sur des points procéduraux qui ne sont pas tout à fait réglés. Et je me dis, là, il y aurait matière à une QPC, là, il y aurait matière à un pourvoi en cassation, puisque la Cour de cassation n'est pas forcément tranchée, n'a pas eu l'opportunité de se prononcer sur tel enjeu. Donc, voilà, c'est une matière qui peut paraître rigide, mais qui donne plein de possibilités de réflexion. Et l'IA en fait partie. Notamment le deepfake, l'utilisation d'images, ça ouvre la porte à plein de nouveaux contentieux. La justice s'en saisit seulement maintenant, donc on verra bien comment ça se passe. T'as pu participer à ce type de... Non, pas. Mais d'y réfléchir, oui. De lire à ce sujet, oui. J'ai pas encore de contentieux là-dessus, mais je sais que ça va pas tarder, à mon avis. Voilà, que le temps après nous, on a une difficulté, c'est que le temps de la justice est encore. En fait, on intervient en décalage avec la société. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux voir ça directement tout de suite. Bien sûr, nous, en droit, on le voit qu'après, quoi. Donc là, on s'y intéresse, on réfléchit, on analyse les choses, et puis on se positionnera en fonction des décisions de justice qui interviendront. Surtout que ça va se multiplier à vitesse grand V. Oui, mais ça ouvre une nouvelle sorte de contentieux. C'était pareil avec l'arrivée d'Internet, en fait. On se demandait si Internet allait... Non, mais c'est vrai. Dans les années 90, on se demandait... on n'était pas nés, toi et moi, mais on se demandait si si Internet allait mettre fin au droit de la presse, et finalement, le droit de la presse y a résisté. Donc, tout est plus ou moins dans la loi, tous les outils sont là. Il appartient aux praticiens de s'en saisir pour faire avancer les choses et faire avancer la jurisprudence. Et c'est en ça que je trouve qu'être avocat en droit de la presse, on peut faire avancer la société par des jurisprudences, alors que voilà, parfois, quand on est, enfin voilà, c'est une façon de faire non pas de la politique, mais de faire bouger la société, donner un coup de pied dans la fourmilière. Dans le sens qu'on essaye dans lequel tu plaides, mais ça dépend forcément. Oui, ça dépend. Il faut trouver des dossiers qui s'y prêtent. Il faut trouver surtout des personnes qui sont prêtes à aller jusque-là, quoi. Oui. Aussi. Mais c'est pas impossible, pour. Je te parlais tout à l'heure des profs que je défends. Voilà, ça c'est il y a 5-10 ans, il y avait beaucoup moins de harcèlement, de menaces envers les profs qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc c'est la société qui évolue, et du coup en prenant position sur ces dossiers-là, ça permet de donner en visibilité le fait que c'est des gens qui s'engagent pour transmettre les valeurs de la République et qui se retrouvent diffamés, injuriés, menacés. Et donc voilà, à mon niveau, je participe de la défense de ces gens et des valeurs qu'ils représentent. Et c'est l'objet d'un avocat, quoi. D'être à la fois sur le plan des valeurs morales, c'est plein de sens, quoi. Et à la fois d'être ultra expert sur des points procéduraux. Moi, j'aime bien cette double aspect, ce positionnement, non pas idéologique, mais porteur de valeurs et de sens, et à la fois d'être les mains dans le cambouis, à répondre procéduralement à des enjeux techniques. Voilà, moi, j'aime bien ces deux aspects-là dans mon exercice professionnel, en tout cas. Et puis, je pense que pour ceux qui ont du mal à trouver du sens dans une matière plus affairiste ou du fiscal, du corporate, peut-être qu'il y a quelque chose à aller creuser cet aspect-là. Ça, c'est plus pour les jeunes juristes qui sont en train de se rechercher, mais c'est clair.
Et bah génial. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Octave, pour la suite? Même si on Que en a un ça petit peu continue parlé, comme ça et que ça enchaîne. enchaîne. Merci beaucoup pour ton temps. C'était super intéressant. Avec plaisir. Bon, vous savez quoi faire si vous avez une problématique autour du droit de la presse. Bon, je pense qu'ils l'auront compris. Je pense que tu es la bonne personne à contacter, surtout si tu es dans le Nord. Et puis, à très vite. À très vite.